l'heure est venue de présenter un premier bilan de nos travaux. Alors on va le faire sous la forme de 4 enjeux, c'est-à-dire des questions dont il faudra tenir compte quand on définira les politiques de formation dans les années à venir. Et pour ne rien vous cacher, ce sont aussi ces 4 enjeux, et je vais récupérer une zapette. Ces 4 enjeux ont été soumis au groupe stratégique qui a travaillé et dont les travaux vous seront présentés cet après-midi par Marc Malenfer, mon collègue. Notre collègue Claude Spano vous a dit tout ce qu'il fallait savoir sur la prospective. Il vous a dit que souvent on rédige des scénarios, on l'a fait pour cet exercice. Toutes les données de cet exercice sont disponibles et vous pourrez les trouver sur le site de l'INRS. Je crois qu'elles sont en ligne depuis hier ou aujourd'hui. Donc tout ce qui est variable, tout ce qui est hypothèse, tout ce qui est scénario, vous le trouvez en ligne. Mais encore une fois, nous, on préfère travailler à partir d'enjeux. Ces enjeux, ils posent la problématique de façon plus intemporelle et ils synthétisent les réflexions à l'usage des décideurs. On fait de la prospective pour aider des décideurs. À l'INRS, on fait de la prospective pour aider notre conseil d'administration. Alors, quels sont ces 4 enjeux? Alors, rien de révolutionnaire, tout ça, vous l'avez déjà entendu dans les exposés qui viennent de se dérouler. Premier enjeu, adapter la formation à la SST aux transformations du travail, et non seulement du travail, mais aussi aux transformations de l'emploi. Alors très clairement, ça a été évoqué notamment par Amandine Brugière. Comment est-ce qu'on va améliorer la formation d'une communauté de travail qui est de plus en plus disparate et labile? C'est-à-dire que cette communauté de travail, vous avez des gens en CDI, vous avez des gens en CDD, vous avez des intérimaires, vous avez de plus en plus souvent des indépendants. Ces gens-là n'ont pas la même culture. Mais la sécurité des uns dépend du travail des autres. Comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tous ces gens-là soient au niveau en matière de santé et sécurité au travail? Tout ça dans un contexte où dans les entreprises, l'accent est mis sur l'agilité. Alors l'agilité, c'est pouvoir adapter l'appareil de production dans l'industrie ou dans les services d'ailleurs, à la demande, tout en maintenant sa profitabilité. Et donc, les entreprises vont de plus en plus rapidement évoluer. Comment est-ce que la formation à la SST peut suivre? Parce qu'il va falloir que ces gens qui travaillent dans les entreprises soient capables de travailler en santé et en sécurité dans des nouvelles conditions qui peuvent apparaître très rapidement. Et on en vient à une notion qui est très chère, qui nous est très chère au sein de l'assurance maladie risque professionnel, c'est la notion de culture de prévention. Ce socle de base que tout travailleur devrait avoir, qui lui permet face à une situation potentiellement dangereuse, d'organiser sa prévention et aussi d'organiser la prévention de ses collègues. Voilà, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, on y a aussi fait allusion ce matin, c'est adapter la formation à la SST à l'évolution des parcours professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes travailleurs commencent dans un métier pour lequel ils n'ont pas été formés. Les travailleurs plus expérimentés sont amenés à changer de métier régulièrement. Et un constat est fait par l'ensemble des partenaires sociaux, c'est que avoir des bases insuffisantes en SST est un handicap majeur pour s'intégrer dans une entreprise. Alors, si cette évolution des carrières continue vers plus de flexibilité, voire si le rythme s'accélère, s'il y a toujours plus de fragmentation dans les carrières, comment la SST sera-t-elle capable de fournir à chacun les outils nécessaires pour y faire face? Et encore une fois, je reviens sur la question des indépendants. Comment un indépendant pourra se former à la SST alors que souvent il n'a pas la maîtrise de sa situation de travail? Mais c'est vrai aussi pour les intérimaires, pour les CDD, c'est vrai aussi pour des gens qui sont en CDI. Troisième enjeu, réguler et piloter la formation à la SST. Alors là, aujourd'hui,
les entreprises, elles sont prises dans une sorte de tenaille. C'est-à-dire qu'en France, il y a une particularité, c'est qu'il y a une prescription forte en matière de formation spécifique obligatoire. On en a recensé 31. C'est peut-être 30, c'est peut-être 32, mais a priori, c'est 31. Et donc, une grosse partie du budget et du temps de formation est consommée par ces formations spécifiques obligatoires, dont l'utilité n'est remise en cause par personne. Mais, par ailleurs, il faut aussi pouvoir dégager des moyens pour que les travailleurs aient une formation spécifique aux conditions qu'ils rencontrent tous les jours. Dans un contexte où les moyens en temps comme en argent diminuent, ont tendance à diminuer depuis quelques années, ça pourrait devenir un vrai problème. Alors maintenant aussi, il y a la question, disons-le un peu crûment, de la qualité des formations qui sont délivrées. La règle maintenant, c'est une habilitation, certification des organismes de formation. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la qualité des prestations fournies est bonne? Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que, sauf exception, par exemple, l'INRS ne forme plus directement, mais forme des formateurs, voire des formateurs de formateurs. Le quatrième point, c'est adapter les modalités de formation à la SST. On y a fait allusion aussi ce matin. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication, elles sont incontournables. Elles sont extrêmement utiles. Personne ne nie leur importance, les services qu'elles peuvent rendre. Se pose la question de la formation continue. Certains disent, ben oui, maintenant il y a des TIC, on peut tout faire en distanciel. La réalité virtuelle nous permettra demain de former les gens à la SST sans qu'ils soient sur un plateau technique. Enfin voilà, il y a beaucoup de discours comme ça. Donc je pense que ça a été beaucoup discuté dans le groupe. Et je pense aussi que les partenaires sociaux auront l'occasion d'en discuter dans les années qui viennent. Un autre point, de plus en plus, l'éducation nationale, la CNAM, l'INRS, tout le monde essaie d'introduire, l'AFPA bien sûr, essaie d'introduire de la formation à la SST dans tous les référentiels de formation. Et il y a un débat récurrent qui est jusqu'où il faut y aller, dans le même contexte que précédemment, c'est-à-dire on a de moins en moins d'heures de formation et on veut mettre plus de formation à la SST. Et puis surtout, quelle criticité pour ces formations à la SST dans la formation globale. Certains, peut-être ça sera évoqué cet après-midi, disaient, mais voilà, si un apprenti... Si un lycéen n'est pas capable n'a pas acquis des connaissances suffisantes pour travailler en sécurité, il ne faut pas lui donner son diplôme. Voilà. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Enfin, voilà. Je pense qu'on évoquera de nouveau ces choses-là. En tout cas, c'est à partir de ces 4 éléments que la réflexion stratégique des groupes de partenaires sociaux a été construite, et ça vous sera présenté en deuxième partie de matinée.